Bonjour, bonne fête de la jeunesse. Vous êtes sur Canal Presse comme tous les dimanches. Merci de vous savoir très nombreux devant votre petit écran. Voici le sommaire de cette édition. Cet homme ne vient pas de réussir au concours d'entrée à l'École nationale d'administration des magistratures ENAM. Revoyons cela au ralenti. Cet homme, grand homme, n'est pas surpris par la surprise des autres. Au contraire, l'émotion l'a aussi atteint. C'est Maître Clément qui a été fait président du Conseil constitutionnel par qui de droit, malgré l'autre folle rumeur relative à sa vie physique. Le Conseil constitutionnel est là, enfin, il est là, après 22 ans d'attente, excusez du peu. Malgré cela, Dynamique Citoyenne trouve que la procédure est précipitée et vicieuse. Car pour Jean-Marc, on est retombé dans un travers, celui selon lequel on devait d'abord procéder à l'élection des conseils régionaux. C'est fou, rétorque JB, pour qui le vrai collège électoral est constitué des conseillers municipaux. Ils sont 60 fois plus nombreux. D'ailleurs, à propos des sénatoriales, Maurice Kamto a déjà capitulé. Le MRC n'ira pas à ces élections. L'Union des populations du Cameroun, à travers Robert Bapolipote, se félicite du respect par Paul Biya de cet engagement constitutionnel. Tel n'est pas le cas d'Hilaire. Oui, Hilaire pense qu'il y a un broglio juridique quand les élections se tiennent au même moment que la session parlementaire de plein droit de marche. Il semble dire que le bureau du Sénat de Marcel Nyandi-Fendi sera élu 2 fois en une année législative. Il semble même dire que le Sénat va fonctionner avec 30 membres sur 100, 70 seront en campagne dès le 10 mars prochain. Et c'est bien tout cela que nous devons comprendre. En marge des revendications des politiciens sur l'indépendance de l'élection du Cameroun, c'est bien tout cela que nous devons comprendre. Nous sommes le 11 février 2018, vive la jeunesse camerounaise, qui célèbre son 52e anniversaire. Hier, Paul Biya s'est adressé à elle, comme depuis 35 ans seulement, en tant que chef de l'État. Oui, un jeune s'est adressé aux autres jeunes. Ce sage est devenu jeune par l'Android. Je ne m'y méprends pas. Il a beaucoup fait des selfies avec Nganamouit et Abou Diongene au palais de l'Unité. Je suis en sport, sport comme centre d'intérêt des jeunes, comme l'est la musique. Quittons un peu ce champ émotionnel pour évoquer l'économie numérique, l'agro-pastoral, pour voir si on a donné aux jeunes et pas aux vieux jeunes à s'approprier les métiers de l'agriculture. Faisons aussi le point d'après-discours présidentiel sur le nouvel amour entre les jeunes Camerounais et leur endroit, je veux dire leur pays. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici l'émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Ghislain, Pierre et Sono. Bon appétit à ceux qui sont d'ores et déjà à table. On accueille à présent nos différents panélistes. On commence par Anissé Kané. Anissé, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité pour la première fois à Canal Presse à Yaoundé. Oui, c'est la première fois que nous avons sur ce plateau. Le plaisir est d'ailleurs partagé. Alors, la querelle autour du Manidem, finalement, qui est président du Manidem? Ben, il n'y a plus de président du Manidem. Vous savez, les crises ont ceci de merveilleux qu'elles lèvent les voiles et font tomber les masques. C'est ça l'avantage des crises. Les organes du Manidem ont été suspendus par une assemblée générale des cadres. Nous allons faire d'ici peu le congrès et ce sera réglé. Voilà. Ok. Merci d'être venu une fois de plus. On parle avec vous en sujet d'entrée le collège électoral des sénatoriales convoquées pour le 25 mars. On peut déjà parler d'une razzia du RDPC en perspective? Vraisemblablement. Mais vous savez, les pouvoirs ont des logiques. Et la logique de tout pouvoir, c'est de se maintenir. Elle peut prendre des chemins tortueux ou des chemins plus normaux. Le chemin tortueux, qu'emprunte le régime RDPC, c'est de se servir du calendrier électoral pour reconduire une majorité au Sénat qui risque de ne plus être représentative après
et municipales qui sont en principe prévues pour le mois entre août et septembre. Mais c'est une logique de tout pouvoir de se maintenir au pouvoir. C'est ce que je peux avoir comme commentaire. Même par tous les moyens? C'est la logique des pouvoirs. Les dictatures se maintiennent au pouvoir par tous les moyens. Mais tout pouvoir, y compris un pouvoir démocratique, cherche à rester au pouvoir. Le problème, c'est les méthodes employées, le contexte social et la société qui acceptent ce genre de choses. En réalité, bon, il faut se battre pour changer, pour empêcher que les logiques utilisées par les pouvoirs correspondent aux aspirations des Camerounais. Merci d'être venu sur ce plateau. Deuxième invité, René Bonono Bakota, qui est le secrétaire national aux relations publiques du PURS. Bonjour. Bonjour, Moubin. Avec vous, on parle toujours politique avec cette semaine Célestin Bizigui qui appelle à voter pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Peut-on ou doit-on parler d'un mercato politique qui a déjà commencé? Je crois que c'est le mot. C'est le mercato politique et je pense que je ne voudrais pas, si vous voulez, juger la personne de Bedigui, mais moi ce qui m'a écœuré, c'est l'explication notamment qu'il donne pour se rallier, si vous voulez, au RDPC pour cette circonstance. Voyez-vous, j'ai eu d'autant plus mal que aujourd'hui au Cameroun, on parle des coalitions, de l'opposition, ainsi de suite. Comme quelqu'un posait la question, imaginez-vous que le vendredi, je suis passé, on avait investi Célestin Bedigui comme le candidat de l'opposition et que le dimanche, voilà, il contribuait comme ça pour la candidature de M. Biya. Ça veut dire que toute l'opposition aurait été dans l'eau. Non. En fait, pour ceux qui connaissent l'histoire politique du Cameroun, on connaît bien le personnage, ce n'est pas nouveau. On sait qu'en 92, il avait déjà joué un rôle trouble comme celui-là. Nous espérons qu'il a sa conscience devant lui et la bonne position, du moins celle à laquelle nous autres nous appartenons, nous continuons le combat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Troisième invité sur ce plateau, un politologue et pas des moindres, le professeur Boya Manassé. Je précise que c'est à ce titre que vous êtes sur ce plateau. Bonjour, bienvenue. Merci Bouba. Bien entendu, bonne fête de la jeunesse à tous les Camerounais, notamment ceux qui sont en train de fêter. On termine avec la politique, comme je le disais tantôt. 3 candidats à la candidature au SDF. Comment est-ce que vous analysez cette situation? De toutes les façons, c'est inédit. Généralement, on avait affaire à des outsiders. C'est-à-dire que quelqu'un qui était militant à Paris, qui venait briguer le fauteuil du chairman, notamment 2 recrues de Paris, parce qu'après Tabetien, il y a eu Jamen, tous venant de Paris, donc complètement excentré par rapport aux réalités locales. C'est la première fois que 2 candidatures sont confirmées, la 3e reste à confirmer, celle de Fobi Chinda, mais Joshua aussi a bel et bien annoncé sa candidature, de même que Madame, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Donc c'est des grosses pointures qui annoncent leur candidature. Or, la problématique, c'est celle de pouvoir, ou alors de devoir affronter John Frundi, quand on sait que celui qui maîtrise la cellule, la procédure d'investiture dans son parti, il contrôle son parti, dont la plupart des élus qui décident des élections sont les élus du Nord-Ouest. Donc il tient les rênes de son parti. Est-ce qu'il a annoncé discrètement qu'il ne sera plus candidat? Je n'en suis pas sûr, mais si tel n'est pas le cas, c'est difficile de le battre à la régulière dans une élection pour briguer l'investiture du SDF. Donc, à mon sens, le scénario peut être envisageable, c'est-à-dire les retraits des candidatures à un moment donné, parce que vous savez très bien que si vous vous faites humilier à la régulière, c'est généralement le départ du parti. En 2004, Ben Moun avait tenté, malgré les pressions du chairman, il a été battu à plate couture et il est parti du SDF. Donc je crois que c'est un scénario connu pour ceux qui tentent de l'affronter. S'ils n'ont pas
ménager le terrain, c'est très difficile. Il est âgé de 77 ans, mais il maîtrise toujours les rênes de son parti en ayant renforcé la base de l'électorat des investitures au nord-ouest. Celui des conseillers, les Founding Fathers, c'est le parti du nord-ouest. Même si le SDF n'aime pas qu'on dise que c'est un parti du nord-ouest, manifestement, et sur le plan opérationnel, c'est un parti qui tient toute sa légitimité du nord-ouest, et donc c'est difficile de mettre John Frondi comme ça à la porte, même si c'est une élection, parce qu'il connaît comment ça se passe dans le SDF. Généralement, lui fait souvent voter les délégations par ordre alphabétique. On commence par la Damaoua, il est assis là, l'urne est transparente, il sait qui a voté pour lui, il sait qui n'a pas voté pour lui. Donc je crois que j'ai couvert souvent par le passé avec Arrête les élections au SDF, je sais de quoi je vous parle. Et quand les Mambita Koumben vont venir faire leur show, je crois que les candidats tremblent dans leur culotte et ne savent pas s'ils vont sortir de Bamenda vivant en ayant remporté une élection face à Frondi. Donc je crois que c'est un régime de terreur au sein du SDF, terreur sous le couvert d'une démocratie. Voilà, terreur démocratique. Voilà. Merci, professeur, d'être venu. Quatrième invité sur ce plateau, cinquième, j'allais dire. Serge Anthony Onguéné. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous les panélistes. Bonjour, M. Bouba. Bonjour à tous les nombreux Camerounais qui nous regardent. Bonne fête à la jeunesse camerounaise. Alors, vous êtes le coordonnateur des jeunes républicains. Alors, on parle beaucoup plus en ce moment de la fête de la jeunesse. Est-ce qu'on peut avoir une idée de vos actions dans ce sens-là? Bon, dans le cadre de nos actions, nous avons des mobilisations en termes de formation que nous avons organisées durant toute cette semaine pour essayer de sensibiliser de nombreux jeunes sur les questions de patriotisme, parce que c'est une question centrale dans notre dynamique. Et étant donné que nous nous positionnons comme une force de proposition, nous avons jugé opportun que le prétexte que nous offre la fête de la jeunesse est le moment idoine pour parler de cette question, parce qu'elle est fortement interpellée avec les différentes crises que nous vivons depuis quelques années au Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Georges Alain Boyomo, directeur de publication de Mutation. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2. Alors, problème foncier de plus en plus récurrent du côté de la cité balnéaire à Kribi, et on se retrouve dans des tribunaux. Alors, est-ce à dire qu'il y a plus un problème d'arnaque ou un problème juridique de ce côté-là? Je pense que c'est de bonne guerre compte tenu de ce que Kribi, c'est un peu la ville en devenir. Et c'est normal qu'il y ait une pression foncière de ce côté-là, parce qu'il y a un certain nombre de projets dont le plus emblématique est certainement le complexe industriel portier de Kribi. Il y a d'autres projets, et donc cette pression foncière engendre un certain nombre de batailles. Le problème qui est en débat, que vous soulevez ici, je pense, ça concerne un jeune de la diaspora qui compte investir de ce côté-là et qui embute un certain nombre de difficultés. Il aurait eu raison devant le tribunal administratif. J'ai eu à un moment donné l'occasion de consulter ce dossier, je pense que c'était avant le forum sur la diaspora. Le monsieur est venu en mutation, là, on en a discuté, et j'ai quand même vu un certain nombre de traces qui prouvent qu'il est certainement en règle par rapport à son titre foncier. Maintenant, certainement au niveau du ministère des Domaines et des Affaires foncières, il y a un certain nombre d'informations, peut-être que la presse n'a pas totalement. Je signale que l'information a été traitée cette semaine dans la nouvelle expression. Et donc, le monsieur réclame justice. Il dit qu'il a quitté la diaspora. Le président de la République a demandé que les jeunes reviennent au pays pour investir. Il dit qu'il est frustré, il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas investir dans son pays. Je pense simplement que si ce jeune homme-là est dans ses droits, il faut que l'État permette qu'il se sente vraiment comme un citoyen de ce pays, parce que si il faut inviter des citoyens de la diaspora à revenir au Cameroun et en plus leur mettre les bâtons dans les roues, je pense que c'est un assez mauvais signal. Maintenant, j'avoue quand même que je n'ai pas toutes les informations sur le dossier. Peut-être il y a d'autres éléments qui m'échappent, mais je parle de manière générale. Si
le ministère des Affaires foncières, des domaines des affaires foncières a été créé, c'est certainement pour essayer de juguler tous ces problèmes qui sont liés à la terre, parce que vous savez, la prochaine guerre, on a la coutume de dire que les prochaines guerres seront la guerre de l'eau, la guerre de la terre, et on voit bien au Cameroun que ça crée dans certaines zones, en dehors même de Kribi, ça crée des affrontements incroyables entre les populations et les personnes nantis qui partent pratiquement faire des achats, j'allais dire, tentaculaires. Et donc, je pense que c'est un problème à résoudre. Si le monsieur est dans cette voie, s'il a eu gain de cause du côté des tribunaux administratifs, il faut bien qu'on puisse faire justice. Merci Georges. Sixième invité sur ce plateau, Maître Mambayi. Maître, bonjour, bienvenue. Bonjour, et puis je voudrais vous permettre de saluer tous vos panélistes et souhaiter à tous ceux qui nous suivent une joyeuse journée, pour ne pas dire une bonne fête de la jeunesse. Bonne fête de la jeunesse à tous les jeunes qui regardent ce programme naturellement. Avec vous, on ne va pas parler de la jeunesse essentiellement, mais on parlera aussi d'une partie de ces jeunes qui, depuis longtemps, sont sévrés par le début du championnat. Et bien finalement, le kick-off de ce championnat est prévu pour aujourd'hui du côté de l'INBE, la Ligue de football professionnel, malgré quelques tensions de trésorerie, a finalement procédé au lancement avec pour conséquence, vous avez vu le CHAN, l'équipe nationale du Cameroun A', qui a été balayée d'un revers de la main pour manque de compétition. Alors, on va dire vaut mieux tard que jamais aujourd'hui avec le début, le lancement du championnat Elite One. Disons que l'assertion que vous évoquez, mieux vaut tard que jamais, peut se justifier dans le cas de l'espèce. Mais je pourrais dire que pour nous qui suivons un peu l'actualité sportive, à un moment donné ou à un autre, il va falloir avoir le courage d'avoir une position tranchée, à savoir peut-être avoir le courage de tout recommencer. Tel que c'est parti, on a bien envie de nous dire, est-ce que le championnat lui-même va arriver à bon port, quand on sait qu'il y a une kyrielle de procédures aujourd'hui qui sont pendantes devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Donc, on peut être dans un tintamarre qui peut trouver aujourd'hui un justificatif, à savoir le début du championnat, mais c'est à se poser la question de savoir si, malheureusement, le championnat va arriver jusqu'à son terme. Quand on sait toutes les batailles intestines, n'est-ce pas, au sein de cette ligue professionnelle de football, aujourd'hui au Cameroun. Merci cher monsieur, le décor étant planté, on va marquer une courte pause pour essayer de feuilleter le reste de l'actualité avec les autres confrères. C'est à travers cette revue de presse que signe Bran Kamga. Bonjour, le Conseil constitutionnel est désormais là. Il complète les organes pour une transition sereine au Cameroun. Mutation fait le portrait du 11 entrant de la plus haute institution du pays. Le capitaine de l'équipe, c'est Clément Atangana, nommé par décret présidentiel 22 ans après l'annonce du Conseil, dixit le quotidien Émergence. Ces 11 sages qui ont été choisis par Paul Biya pour une république exemplaire. Baromètre communautaire fait savoir que les présidents de la République, du Sénat et de l'Assemblée nationale se sont enfin accordés sur les membres du Conseil constitutionnel. Un conseil qui prend place pour valider les élections sénatoriales à venir, et c'est déjà la mobilisation dans les partis politiques. Cameroun Tribune dit que ça bouge au sein du RDPC, du SDF et de l'UPC avec des rencontres. Le parti au pouvoir a d'ailleurs publié une circulaire relative aux investitures. Le RDPC fait déjà face au démon des investitures, constate mutation. Il n'y aura pas de primaire. Le parti des Flammes est bien parti pour remporter les sénatoriales du 25 mars prochain. Il contrôle plus de la moitié du conseil électoral. L'Action présente la circulaire du président national. Les candidats doivent déposer leur dossier au plus tard le 13 février prochain. Les chefs de délégation permanente régionale sont d'ailleurs en réunion à Yaoundé ce 11 février. La Léké dans le centre est déjà en avance pour la réélection de Paul Biya à la tête de la magistrature suprême. La particularité ici, relève Essingang, c'est que Célestin Bédigui, le président du parti de l'Alliance libérale, soutient le candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais.
Un soutien stratégique pour Henri Yébé Ayissi qui, dans la conquête du fauteuil de secrétaire général de la présidence de la République, marque un point fort avec Célestin Bédigui, d'après l'orphelin. Avant d'y arriver, Libération Plus s'interroge sur qui sera le futur président de la République. Difficile de répondre à cette question au vu des enjeux actuels. Il y a dans tous les cas une bande de jeunes qui veut absolument le départ de Paul Biya. Réalité présente les visages et les profils de ces jeunes qui en ont marre. L'homme lion est pourtant bien portant, indique le Cocorico des tropiques. Le président de la République est de retour à Yaoundé après un séjour à Mbomeka. Au sol donc, ceux qui ont annoncé sa mort. La rumeur sur le décès de Paul Biya cache pour politique à un coup d'état manqué. Plusieurs agitations se sont effectuées au même moment lors du retour de Biya pour rien du tout. Dans les coulisses de ce coup d'état, le Point Hebdo fait une confidence selon laquelle la sécession n'était pas le seul objectif d'Ayoub Tabé et compagnie. Il voulait également faire tomber par tous les moyens le chef de l'État. Des révélations sont également faites par Hot News. Plusieurs armes ont été saisies, plus de 200 filles violées et près de 1000 grossesses enregistrées dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Des actes suffisamment graves pour mériter la peine capitale. Les faits sont également analysés par Sans Détour, qui pense que les sécessionnistes arrêtés n'échapperont pas à la justice, bien outillés. L'autre procès en sorcellerie, c'est l'ensemble des mensonges sur l'état d'avancement des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 au Cameroun. Selon le président de la CAF, Amat Amat, repris dans la nation d'Afrique, il y a, je cite, un déficit énorme qu'on demande au Cameroun de rattraper dans la mesure du possible. Fin de citation. Pour Météo Sport, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Le président de la Confédération africaine de football a tout simplement essayé de calmer le jeu plus tard, après ses propos au Maroc. Bon dimanche et à dimanche. Merci Brand Kamga. On va démarrer avec la première thématique consacrée à cette 52e édition de la fête de la jeunesse. Hier était 10 février. Comme d'habitude, le chef de l'État s'adresse à la jeunesse. Le chef de l'État l'a fait. Il n'a pas manqué à ce rituel. Dans son discours adressé à la jeunesse, il a fait allusion aux crises sécuritaires, crises économiques. Il a aussi parlé de l'emploi et donné quelques réponses du gouvernement. Bien entendu, on a suivi avec beaucoup d'intérêt le phénomène des réseaux sociaux. Le président de la République a appelé les jeunes à plus de patriotisme, éviter de faire dans le suivisme. Alors, je commence par vous, professeur Boya Manasseh. J'ai fait d'une manière ramassée une espèce de synthèse du discours du chef de l'État adressé à la jeunesse hier. Pour vous, de manière générale, quelle analyse faites-vous de cette autre sortie du président de la République? C'est une sortie qui venait justement à point nommé à l'issue de toutes les perturbations que le Cameroun a connues, aussi bien à l'extrême nord du Cameroun que dans les régions anglophones, des perturbations qui ont effectivement entaché le train-train quotidien des Camerounais. Et davantage, c'est une sortie qui venait à l'issue de l'arrestation d'un chef de guerre qui était retranché du côté du Nigeria et qui revendiquait les attaques des miliciens sur le territoire du Cameroun. Naturellement, le chef de l'État a tenu justement à rassurer les jeunes d'être à l'avant-garde de certaines prédispositions patriotiques en évitant d'être des relais passifs, des followers passifs ou alors des relais naïfs des pourfendeurs de la République. C'est les deux expressions qu'il a évoquées, mettant en évidence la passivité et la naïveté qui sont les maladies jeunes au Cameroun. Donc là on voyait articuler la nécessité d'éviter
d'être dans un suivisme moutonnier de tout ce qui se fait dans les réseaux sociaux, d'avoir une capacité à critiquer, à douter, à remettre en cause, à sous-peser, avant d'être les spécialistes du partage. Vous savez que dans les réseaux sociaux, c'est le partage. On partage n'importe quoi. On peut même annoncer votre œuvre pour moi, vous partagez sans avoir pris connaissance. Donc je crois que c'est un aspect qui indique à profusion que le chef de l'État, qui s'est déclaré l'année dernière, il y a 2 ans précisément, androïde, est dans la logique justement de cadrer avec la spécificité jeune. Parce que comme le disait l'abbé Pierre, pour parler aux gens, il faut leur ressembler. Donc on ne peut pas parler aux gens quand on ne leur ressemble pas. Et tout bon politicien se met dans le même diapason que sa cible. Et là, je crois que le message a été réussi. J'ai suivi le message avec les jeunes ici dans ce studio en direct. Et je crois que tous étaient unanimes qu'ils sont au même niveau que lui. Mais regretter de ne pouvoir dialoguer avec lui sur Facebook, puisqu'il n'est pas présent sur Facebook. Il n'y a que le site de la présidence qui est sur Facebook. Donc, à mon avis, c'était un message de patriotisme et de renforcement de la citoyenneté et de la responsabilité à un moment crucial comme celui-ci où les Camerounais, en âge de voter, seront appelés à s'exprimer déjà dès le 25 mars prochain pour les conseillers municipaux et éventuellement dans l'attente des autres consultations électorales à venir, en l'occurrence les législatives et la présidence. René Bakoto, tout à l'heure, quand le professeur Aboya Manasseh parlait, je vous ai vu hocher la tête plusieurs fois. Ça signifie forcément que vous n'êtes pas d'accord avec sa lecture du discours du chef d'État. Écoutez, c'est un militant du RDPC qui parle. Donc, de ce fait-là, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, qu'il corrobore, qu'il donne le sens qu'il donne à ce discours. En tout cas, ce n'est pas ma position. Je crois qu'il y a eu effectivement 3 ou 4 thématiques majeures dans le discours du président de la République. La première étant de présenter les facteurs qui peuvent expliquer le fait qu'aujourd'hui, la jeunesse ne vive pas encore en réalité tout ce qu'on dit qu'on fait pour elle, notamment en termes d'emploi. Il a évoqué les facteurs sécuritaires, Boko Haram et tout cela. Ça, c'est une constance. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes au Cameroun et que le gouvernement est dans l'incapacité de pouvoir apporter des solutions concrètes à la souffrance des Camerounais, on convoque toujours des facteurs exogènes. Le deuxième thème, c'est celui de la formation. Il a évoqué également le développement d'un certain nombre de structures éducatives, notamment de formation. Là encore, c'est un autre débat, donc je pense qu'il faudra beaucoup plus de temps pour en parler. Je n'aimerais pas m'attarder là-dessus. Je prends le concept sur le patriotisme. Il y a une chose qu'il faut savoir, le patriotisme, ce n'est pas un décret. C'est-à-dire, vous ne vous levez pas un matin et on vous demande d'être patriote. C'est quelque chose qui doit se construire. Et M. Bouba, voyez-vous, ça commence par se construire même à l'école. Dans le processus de formation dans nos différents établissements que nous avons aujourd'hui, on ne peut pas le profil camerounais à douter. On ne peut pas le profil camerounais à être celui-là qui soit capable effectivement d'avoir la capacité de trier devant lui un certain nombre d'informations qu'il peut avoir. C'est pour ça qu'on peut observer que certaines personnes s'informent très mal dans les réseaux sociaux. Ça, c'est une réalité. Alors, il faudrait que le gouvernement puisse donner la possibilité. Nous avons vu hier, dans le plateau spécial que vous avez fait hier, des jeunes qui, après leur master, leur licence, se retrouvent en train d'être, d'autres ont même inventé des concepts que je n'aimerais pas prononcer parce que ce n'est pas une expression dont je suis sûr de l'existence, pour essayer d'expliquer ce qu'ils font dans la débrouillardise tout simplement. Aujourd'hui, les jeunes ont besoin de beaucoup plus que ça. Vraiment, il faut sortir des démarches discursives. Le président de la République a dit qu'on a recensé 460 000 emplois. Alors, moi, j'ai posé les questions autour de moi, des jeunes qui ont ressenti l'effet de 460 000 emplois. J'aimerais encore peut-être qu'on nous explique. Hier, il y avait un responsable ici, des responsables des ministères. J'aurais souhaité qu'on nous explique ces poches d'emploi et comment est-ce qu'ils sont distribués. Quels sont les jeunes qui ont bénéficié? Parce que, voyez-vous, le plan triennal spécial jeunes qui a été annoncé le 10 février 2016 et dont la mise en œuvre a commencé en 2017, au bout d'un an, n'a que pris en charge 38 jeunes pour 37 projets. Donc, aujourd'hui, honnêtement, moi je n'attendais plus rien de ce discours, puisqu'en réalité,
depuis 83. Voilà, c'est pratiquement les mêmes discours. J'ai ressassé pratiquement tous les thèmes de cette époque-là. Mais aujourd'hui, on voudrait voir des faits. Le jeune qui finit sa formation, quel que soit le niveau, il aimerait entrer dans une situation d'emploi. Et cette réalité au quotidien, nous qui vivons chaque jour avec des Camerounais, nous ne la vivons pas. Effectivement, il y en a qui vivent au Cameroun, mais sans être avec les Camerounais. Serge Anthony, je reprends cette citation de John Fitzgerald Kennedy avant de vous demander ce que la nation a fait pour vous. Dites d'abord ce que vous-même vous avez fait pour la nation. Le chef de l'État l'a repris hier dans son discours. Vous, du côté des jeunes républicains, qu'est-ce que vous avez fait pour le Cameroun? Je serais tenté de vous poser cette question. Jusqu'ici, ce que nous avons fait, c'est déjà de condamner la question de la crise anglophone. Et ça nous a amené à nous retrouver sur le terrain. J'ai fait Bamenda dans tous ses contours. Jakiri, Babalan, Bamonka, j'ai été à Manfé. Voilà, pour toucher du doigt. Parce que généralement, quand on écoute nos politiques ou nos analystes, tout le monde parle, mais personne ne se déplace vers où il y a le problème. Et quand vous ressortez avec les résultats du terrain, vous êtes fortement surpris. Je dirais d'abord que, en ce qui concerne la crise anglophone, par exemple, nous avons décidé de rendre un hommage le 19 décembre dernier à nos forces de défense et de sécurité. Parce que la paix est véritablement menacée. Et si le travail qui est fait en ce moment n'est pas soutenu, n'est pas accompagné, ça veut dire qu'on se retrouve là dans une merde qu'on ne peut pas expliquer. Et il faut relever un facteur très important. La jeunesse camerounaise, c'est le centre de toutes les politiques qu'on peut mener. C'est l'avenir du Cameroun. Alors si on joue avec notre avenir, comme ça semble être le cas, où est-ce qu'on va se retrouver? Quand je parle des octogénaires, des sexagénaires, ils ont déjà fait leur temps. Mais nous, on a notre preuve à faire. Et il ne faut pas l'oublier. Nous sommes ingénieux, nous sommes intelligents, nous avons la capacité. Et aujourd'hui, nous avons même une certaine expérience. Parce que moi qui vous parle, j'ai eu la chance de voyager du côté de l'Occident et même en Afrique. Ce que j'ai vu là-bas, c'est incroyable. Et j'ai surtout remarqué quelque chose. Par exemple, en Allemagne, vous avez 20 000 ingénieurs camerounais parce que j'ai assisté à un colloque. Et quand vous vous rendez compte de ce que les Camerounais peuvent faire, vous vous dites, ah, il y a des choses à faire dans notre pays. Et tout cela nous engage. Et pour nous donc, la question de la paix et de l'unité, elle est importante, elle est même d'ailleurs centrale. Et tout le monde doit d'abord l'avoir en esprit. Parce que si vous suivez tous les programmes politiques qui sont menés aujourd'hui, j'ai très peu suivi la question des jeunes. On la reproche au gouvernement, moi aussi je peux la reprocher aux partis d'opposition, parce que nous sommes en politique. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'être une nouvelle force de proposition. Parce que, par exemple, nous avons un projet que j'appelle le CIC, Centre d'intelligence camerounais, qui peut offrir en 3 ans 2,5 millions d'emplois au Cameroun. Nous l'avons travaillé, nous avons traité de cette question avec des compatriotes qui sont de l'autre côté, qui sont des amis à nous, et nous sommes allés au fond, 360 unités en termes de possibilités d'investissement sur le plan social, sur le plan économique, même sur les questions politiques et sécuritaires. C'est pour vous dire que nous sommes allés au fond. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que les gouvernants regardent vers cette jeunesse-là, parce qu'elle est très peu écoutée. Elle est même un peu marginalisée, il faut le dire, parce que sur le plan décisionnaire, on ne la retrouve pas. Aujourd'hui, nous militons, par exemple, pour que, au niveau, par exemple, là, on a des questions électorales qui arrivent, qui est aussi un quota. Les femmes ont bousculé un peu ces sphères-là. Et aujourd'hui aussi, les jeunes sont en droit de pouvoir en jouir. Pourquoi on ne devrait pas être sénateur? Pourquoi on ne devrait pas être député, maire et tout cela? C'est ce que nous recherchons. Parce que l'intelligence, c'est le début de tout. Je suis heureux d'avoir le professeur Boya Manassé. Dans les amphithéâtres, qu'est-ce qu'on nous enseigne? C'est la connaissance. Et la connaissance, il faut la mettre en pratique. On la met en pratique où? Est-ce qu'on va dormir avec elle ce soir? C'est la raison pour laquelle vous trouvez aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont un peu découragés, il faut le dire. Mais seulement, nous, notre rôle, c'est de susciter l'espoir. Parce que si on tombe dans le désespoir, on est une nation perdue. Les Camerounais sont brillants, ils sont intelligents, ils ont surtout une jeunesse dynamique, celle sur qui le chef de l'État aime faire allusion. Mais nous lui demandons aussi à monsieur le chef de l'État, regardez cette jeunesse qui essaie de faire des choses pour le Cameroun. Et je sortirai par la question du patriotisme. Elle est très très importante. Les Camerounais doivent aimer leur pays, avec un amour des plus grands. Parce que quand vous sortez, ce que vous constatez ailleurs, c'est un fossé. Les gens sont jaloux d'abord de leurs acquis. Moi, j'ai fait un pays comme le Rwanda, j'ai fait un pays comme l'Ouganda.
le nationalisme, je peux le dire ainsi, sous le contrôle du président qui est là, est ancré dans les esprits. Et c'est de là que va naître une nouvelle idéologie qui va nous porter vers un développement certain et futur, comme nous le souhaitons et comme les politiques le prônent, surtout avec le concept Horizon 2035. Donc je pense que pour nous, à l'association de la jeunesse républicaine, nous sommes sur le terrain, nous travaillons, mais surtout nous nous définissons comme une force de proposition parce que nous avons des choses ingénieuses. Je vais vous donner un petit exemple juste pour sortir. Les questions d'intégration nationale qui sont généralement évoquées, nous on a travaillé sur un concept. Je prends l'exemple du recrutement dans la fonction publique, cas de l'armée et de la police. On s'est dit, mais on parle tout le temps d'intégration et tout cela. Vous avez environ un concours, 5000 policiers, 2000 ou 3000 gendarmes. Imaginez que vous mutualisez ces deux concours, ça vous donne à peu près 8000 personnes. Et que dans chaque village, il y a plus de 360 ethnies au Cameroun, dont je ne suis pas allé jusqu'au détail de tous les villages que regorge le Cameroun, et que dans chaque village, échelle par échelle, selon les grades à recruter, que vous allez prendre une compétence, une connaissance de ce côté-là, et qui vont toujours payer les frais de recrutement, il faut le dire. Cet argent va entrer toujours dans les caisses de l'État, et à la fin, vous avez un corps d'élite sur les questions de gendarmerie ou de police qui est fort. Comment vous allez venir parler encore d'intégration? C'est ça la vraie intégration nationale. Voilà le type de projet sur lesquels nous travaillons. Alors, Maître Mahaoumayi, sur le plan sécuritaire, le président a évoqué la crise sécuritaire dans les régions anglophones, dans la partie septentrionale du pays, notamment à l'extrême nord, sur la question de Boko Haram. On se rend compte effectivement de ce côté-là que les jeunes qui sont parfois enrôlés par Boko Haram, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de choix, ils veulent vivre, c'est de la survie. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement, l'État, apporte des solutions idoines pour éviter que ces jeunes se retrouvent enrôlés par cette secte islamique? Merci M. Boba de me poser cette question, mais je pense que dans la question que vous posez, vous avez déjà presque tracé les grandes lignes de la réponse que je pourrais apporter. Ce que je peux dire, c'est que si aujourd'hui il y a ces recrudescences, n'est-ce pas, de ce phénomène Boko Haram, c'est simplement parce que les gens sont oisifs. Les gens n'ont pas d'emploi, c'est la réalité. Et j'ai le malheur hier, quand j'ai regardé les réseaux sociaux, d'avoir connaissance de ce que j'ai un camarade, parce que moi j'ai fait l'université de Ngambéré, qui était capitaine de l'armée, un jeune, qui était à la fleur de l'âge, qui est décédé. Ça m'interroge, parce que j'ai envie de me poser la question de savoir si nous allons seulement rester au stade des discours. À un moment donné ou à un autre, il faut parfois faire la lecture politique. Je n'en suis peut-être pas un, je voudrais juste parler comme un simple Camerounais. On se sera attendu pour cette année, à tout le moins, quand on met en opposition la nomination récente des responsables du Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, et la fête de la jeunesse, on aurait quand même profité de cette situation pour tendre la perche aux jeunes dans le cadre d'un rajeunissement politique. Ça aurait pu donner l'impression qu'on veut changer les choses. Moi je vais parler de manière crue, on a envie de dire à un moment donné que ça ressemble même à la provocation. Est-on en train de bâtir un État gérontocratique où effectivement on parle de jeunes et quand on regarde les discours, à un moment donné ou à un autre, on a l'impression qu'ils envoient simplement l'agriculture. Et ça c'est ce qui gêne. Il faut être en adéquation à un moment donné avec sa jeunesse parce qu'on a beau de crier, aujourd'hui en Afrique, la population elle est jeune, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et je suis très ravi de ce que mon frère vient de dire. Le tout n'est pas d'avoir, n'est-ce pas, la matière grise. Il faut encore qu'on mette cette matière grise à contribution. Il a peut-être la chance d'avoir fait l'Occident. Et je puis vous dire, parce qu'on a de temps à autre effectué quelques déplacements, on aurait aussi profité de cette situation, bien de cette fête, pour parler une fois de plus, et même une fois de trop, de la diaspora. Parce que toute cette fuite-là, ça plombe le devenir de notre pays. Il a parlé de 2000 ingénieurs en Allemagne. Si vous allez trouver des médecins aujourd'hui en France, que je connais un peu trop, mais il y en a à l'appel. Et c'est les Camerounais. Si vous allez chercher des avocats brillants, ici il y en a, mais en Europe il y en a un peu trop. Donc la fuite de cette intelligence est aujourd'hui pour nous pathologique, dans la mesure où malheureusement nous allons développer les pays des autres. Est-ce qu'on a entendu la perche dans le discours qui vient d'être prononcé hier, une fois de plus, n'est-ce pas, la diaspora? Certains, à un moment donné, ont imaginé un certain changement et ont accouru quand on leur a dit qu'il y avait un renouvellement qui pouvait se faire. Mais quand, encore une fois de plus, on se rend à l'évidence que c'est les mêmes qui sont là,
Moi, je ne suis pas de ceux qui vont aller se plaindre. D'accord. Mais il y en a qui doivent se plaindre parce que malheureusement, il n'y a pas de pain à table. Il y a bientôt 45 ans sonnés pour ce qui me concerne. À un moment donné ou un autre, on se fatigue de voir les mêmes personnes qui reviennent. Qu'on se dise la vérité. Pourquoi à un moment donné, on ne peut pas se dire que dans des pays que ceux-là sont allés fréquenter, on peut ramener de la matière grise, convaincre les Camerounais de rentrer chez eux, développer le pays. Nous avons la connaissance. Mais qu'est-ce qui se passe? Mutatis mutandis, chaque fois, celui qui est parti en retraite une vingtaine d'années après, on est surpris de ce qui revient. Et là, on commence à former un club de vieux. Nous, les jeunes, ne se sentent plus concernés. En ce moment, on peut se dépasser les soins naturels avec apathie. On va attendre que tous ces gens partent. Mais voilà la situation dans laquelle on est. On a parlé de résilience. Effectivement, nous, jeunes, sommes dans la résilience. On s'est dit tôt ou tard, ils ne finiront pas partir. Mais le tôt ou tard commence à mettre long. Et c'est ça le problème aujourd'hui dans ce pays. Et Kani Anissé, certaines personnes qui suivent depuis des années, depuis 1983, le discours du chef de l'État, disent que c'est du réchauffé, c'est du déjà entendu. Vous avez le même sentiment? Du réchauffé peut-être. Ce qui manque en réalité dans les sorties publiques en termes de discours de Paul Biya, c'est l'enthousiasme qu'un discours doit transmettre à ceux qui l'écoutent. C'est une flamme. J'ai le sentiment que bon... Vous recherchez du sensationnel dans le discours du chef de l'État? Non, je dis un discours comme un programme doit avoir une âme. Ça doit susciter de l'enthousiasme. Je n'ai pas le sentiment que quand on écoute le chef de l'État, hier soir, on est enthousiaste, non. Il répète un certain nombre de choses, pas du pont du Vouri, de l'entrée est-ouest. Bon, ça fait 4 ou 5 ans que dans tous les discours, on nous raconte l'histoire du pont du Vouri. Ça manque d'enthousiasme. Le discours de Biya n'enthousiasme plus personne. C'est un rituel, comme on l'a dit. Mais un rituel qui se renouvelle chaque année avec des résultats qu'on connaît. Par exemple, on parle du patriotisme. On le construit. Comment on construit le patriotisme? Déjà en connaissant son pays. Les transports en commun sont tels que les Camerounais ne connaissent pas le pays. Son histoire, ses héros. Ben, je ne sais pas. Même ceux qui sont sur la table, comme notre jeune compatriote, si c'est comment est-ce que le pays s'est bâti depuis l'arrivée des Portugais et des Allemands. C'est ce qui fait en sorte que même la compréhension de la crise anglophone pose problème. Parce que l'histoire du pays, chacun l'invente, la raconte en fonction de la conclusion où il veut arriver. Donc le patriotisme se construit. Il se construit en se réconciliant avec son histoire. Par contre, notre pays est en décalage avec son histoire. Donc peut-être que la crise anglophone est là peut-être pour nous le rappeler et nous donne l'occasion d'une réconciliation avec notre histoire. Je pense qu'un grand débat sur l'histoire du pays peut permettre de mieux comprendre ce qui se passe. D'autres la ramènent au régime de Paul Biya. C'est pas vrai. La crise anglophone a ses fondements depuis Fouman, 1972, depuis la colonisation française et anglaise. Donc, quand on parle de patriotisme, c'est l'histoire, c'est les héros de notre pays. Bon, autre chose. Je pense, la politique, je disais tout à l'heure, ce n'est pas un feuilleton de dessin animé ou bien, bon, comme les gens le voient, il n'y a pas Tintin au Cameroun. On a déjà sorti Tintin au Congo, je ne connais pas Tintin au Cameroun. Parce que les gens produisent, s'enflamment sur des histoires à dormir debout. La jeunesse s'intègre dans une politique d'ensemble. Le recours à la jeunesse, ce n'est pas en termes de nomination, c'est en termes de mise en place d'une politique qui provoque des situations d'emploi pour la jeunesse. Quand on parle du Conseil constitutionnel, j'ai l'impression qu'on se trompe de chemin. Dans tous les pays du monde, on l'appelle le Conseil des sages. Bon, on n'est pas sage à 40 ans, hein, parce que je sache. Donc, bon, le Conseil constitutionnel, c'est des gens qui ont déjà un parcours. On en parlera tout à l'heure. Voilà, c'est pas là où il faut faire des récriminations par rapport à la jeunesse. La seconde thématique. Tout à fait. Voilà. Alors, Georges Alain, le président a apporté quelques réponses aux problèmes
l'emploi des jeunes. Est-ce que ces éléments apportés par le gouvernement sur le terrain sont efficaces? Bon, moi je constate également, comme d'autres personnes autour de ce plateau, que le président se répète un peu comme un disque rayé. Et plus on l'écoute, plus on a le sentiment qu'il est déconnecté des réalités. Et c'est ça qui est véritablement gênant. C'est vrai que lorsqu'on a mis 35 ans au pouvoir, il est difficile de se réinventer. Mais lorsque on commet un discours chaque 10 février, on attend quand même des annonces qui peuvent enthousiasmer pour reprendre l'expression d'Anissé Kane. Or là, on a l'impression qu'on s'est quasiment dû réchauffer tous les 10 février. Je vais prendre un axe où le président aurait pu être plus intéressant, la crise anglophone. Le président dit que la situation s'est stabilisée. Je me demande si nous sommes vraiment au même niveau d'information, mais tout le monde peut constater que bien qu'on a arrêté les leaders, un certain nombre de leaders sécessionnistes, la situation est toujours instable. Il y a d'ailleurs sur les réseaux sociaux un message porté, authentifié, du gouverneur du Nord-Ouest qui demandait de prendre un certain nombre de dispositions par rapport à des risques d'assaut entre le 10 et le 11 février. Ça veut dire que la situation n'est pas stabilisée. Je me disais comme le président devait faire une annonce dans le sens du dialogue politique attendu. Or, qu'est-ce que le président dit? Il dit la commission du bilinguisme a maintenant les faveurs des circonstances pour ouvrir le dialogue. Est-ce que c'est la vocation de la commission du bilinguisme d'ouvrir le dialogue? Ce n'est pas possible. Cette commission n'a pas vocation à organiser un dialogue politique, c'est-à-dire à stabiliser une situation qui a été créée, certes par des revendications corporatistes, mais qui est devenue une crise politique qui a débouché sur un conflit armé. Est-ce que c'est la commission du bilinguisme? Je dis non. La commission du bilinguisme, c'est simplement un adjuvant qui vient installer ou alors qui vient revivifier un certain nombre de bases qui concernent le bilinguisme et le multiculturalisme. Or, le président, lui, on se demande si ce sont ses conseils ou lui-même qui a une connaissance, je dirais, étriquée de cette commission que lui-même a créée. Et il y a ce problème-là. Maintenant, par rapport au problème des réseaux sociaux, je suis d'accord que il y a du bon, il y a du mauvais, il y a même du franchement mauvais sur ces réseaux sociaux, mais on ne saurait jeter le bébé avec l'eau du bain. Et il y a un certain nombre de révélations qui se font sur les réseaux sociaux. Il y a un certain nombre d'alertes qui ne sont pas toujours fausses. Les gens simplement ont maille à partir avec les réseaux sociaux, du moins les gouvernants principalement ont maille à partir avec les réseaux sociaux, parce qu'ils doivent réviser leur logiciel. Ils étaient habitués à fonctionner dans l'opacité, ils étaient habitués à berner le peuple, à envoyer des fumigènes, et ainsi de suite. Et maintenant, il y a une certaine veille qui s'opère sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre d'influenceurs. Et lorsque je l'ai dit, moi je suis également contre un certain nombre de jeunes qui passent leur temps à vilipender les institutions. Mais il faut clairement se dire que manque de patriotisme ou manque de patriotisme, il faut quand même se dire que ce sont les gens qui sont en responsabilité dans ce pays qui ont plus brillé par le manque de patriotisme. Ce ne sont pas les jeunes qui ont entraîné le pays dans le gouffre où il se trouve aujourd'hui. C'est un certain nombre de personnes qui ont géré. Les jeunes ont été très minoritairement en responsabilité. Si on prend l'argument que la jeunesse s'arrête à 35 ans, combien de personnes de 35 ans ont été ministres dans ce pays? Une infime partie. Donc ce sont ces anciens-là. Le président dit aujourd'hui que dans une décennie, comme pour gérer encore plus de découragement dans la tête des jeunes, dans des décennies, dans 1 ou 2 décennies, vous serez... Mais les jeunes ont déjà trop rongé leur front. Je suis d'accord avec le président pour dire qu'il faut instaurer également des quotas. Des quotas parce que si on n'instaurait pas les quotas, les femmes seraient encore très sous-représentées dans les conseils municipaux, à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est grâce à l'instauration des quotas qu'on a quand même connu un petit bond. Donc je pense, un petit saut qualitatif, je pense qu'il faut réfléchir à ces problèmes. Lorsque le président importe des formules telles que ne demandez pas au pays, le contexte dans lequel ça a été dit aux États-Unis, ce n'est pas le même contexte au Cameroun. On ne peut pas importer cette greffe-là ne peut pas tenir. Les jeunes sont assez laborieux au Cameroun, ils sont assez engagés, ils sont pour la plupart des patriotes. Mais quelle est la place qu'on fait aux jeunes? Quelle est la place qu'on fait aux jeunes? Quelles sont les politiques qu'on met en place pour que les jeunes s'épanouissent? On parle d'emploi en dépassement. Mais on croit qu'on tombe là à moi. Est-ce que c'est la même jeunesse qu'on voit désœuvrée au chômage? On dit qu'il y a des emplois en dépassement. Ça frise à un moment de la provocation et on est vraiment gêné de revenir sur les mêmes choses et on se demande vraiment si on est écouté. En 4-5 minutes tout au plus, on va faire un
petit tour. D'abord avec vous, professeur Aboya Manassé, sur la question des réseaux sociaux. Le président appelle les jeunes à plus de patriotisme. On se rend compte effectivement que le président lui-même est sur Twitter, sur Facebook aussi. Alors, est-ce que les réseaux sociaux sont un problème pour le gouvernement? Non. Le gouvernement redoute-t-il les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux en eux-mêmes ne peuvent pas être un problème, mais c'est les déviances qui émaillent l'utilisation des réseaux sociaux pour ceux qui ne sont pas préparés. C'est pour cela qu'on évoque le terme de naïveté et de passivité. En soi, on ne peut pas arrêter l'évolution du monde. Moi, je crois que c'est un problème d'ajustement du discours. Il s'agit d'une adresse à la jeunesse. Ce n'est pas à la jeunesse qu'on annonce un éventuel dialogue. Moi, je crois que le président s'adresse à la jeunesse à l'occasion d'un événement précis, qui est rituel, comme le dit Anissé Ekane. Ce n'est pas le même discours que éventuellement le 20 mai ou alors le 31 décembre. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas là où il va annoncer le dialogue politique avec oui, mais est-ce que les jeunes sont les acteurs politiques qui sont en mesure de nourrir un dialogue qui va être organisé? Les jeunes ont eu une adresse qui est conforme à leurs préoccupations. En l'occurrence, l'articulation sur le cyberespace universitaire mondial, qui est une annonce quand même forte, et la distribution progressive des ordinateurs qui va leur être allouée. Je pense que ce sont des annonces extrêmement fortes qui correspondent à leurs préoccupations. Et c'est pour cela qu'il y a un déroulé qui va suivre. Dans la semaine, les ordinateurs vont être distribués aux étudiants des universités camerounaises, Douala, Boya, et ensuite Tchang, Bamena. Moi, je pense que c'est de ça qu'il s'agit, de satisfaire un besoin, parce qu'à entendre les uns et les autres dans une euphorie, on dirait qu'il n'y a eu que de la fumisterie, qu'il n'y a rien eu de concret comme annonce forte. Le cyberespace universitaire mondial, c'est une réalité. S'y connecter, c'est une autre réalité, pour lequel les jeunes Camerounais n'ont pas la possibilité de s'y arrimer, sinon pas les instruments de la modernité, en l'occurrence aller à la conquête du savoir et de la connaissance dans cette configuration qui nécessite des instruments conséquents. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que le président a fait une autre annonce concernant la professionnalisation des enseignements. C'est des choses concrètes qui sont conçues pour solutionner les préoccupations des jeunes. Donc il ne s'agit pas de faire les tacles pour tacles. Il ne s'agit pas de faire la mauvaise foi pour la mauvaise foi. Il ne s'agit pas de faire l'irrévérence pour l'irrévérence. Il s'agit d'être quand même conséquent avec la réalité et ne pas donner l'impression qu'on défend les jeunes sans même comprendre leurs problèmes. Alors, je termine par là. Il faut quand même qu'on se mette au ras du sol des préoccupations des jeunes par rapport aux solutions à mobiliser, et non de faire simplement la critique par embuscade parce que il s'agit de traquer un discours au point de vouloir même dire que ça ne devait même pas la peine de faire ce discours. Ekane Anissé, il y a plus de mauvaise foi de la part des hommes politiques sur le regard du discours du chef de l'État ou plus d'objectivité? Non, je pose la question si le scribe du chef de l'État c'est pas Manassé. Je connais. Parce que l'articulation du discours, il semble bien la maîtriser. Non. Comment ça? C'est une analyse politique. Oui, je crois. Il fait juste de l'analyse. Il n'y a pas beaucoup de mauvaise foi. Tout à l'heure, quand j'ai parlé d'enthousiasme, vous savez, quand on attend un discours, on veut en sortir enthousiasmé. C'est ça le problème. Vous savez, bon, c'est pas Paul Biya qui va annoncer qu'il y a un problème de sous-emploi crucial, phénoménal au Cameroun, que les jeunes ont un mal vivre. Il ne peut pas l'annoncer, sinon on lui demanderait qu'est-ce que vous faites là. Donc c'est normal qu'il embellisse la situation du pays, puisqu'il le dirige depuis plus de 35 ans. Voilà. Mais moi je parle du récepteur. Est-ce que les jeunes à la sortie du discours sont enthousiasmés? Je ne crois pas. Est-ce qu'ils pensent que par rapport à ce qu'ils ont entendu l'année dernière, ça va mieux? Je ne crois pas. Est-ce qu'ils espèrent même que la situation va s'améliorer? Je ne crois pas. Il faut les interroger. Donc, quand on sort d'un discours présidentiel, on doit avoir des raisons d'espérer, des raisons de s'enthousiasmer. Ce n'est pas le cas. Je laisse même de côté la situation concrète
Mais quand on fait un discours, c'est une adresse, c'est susciter l'espoir des jeunes. Je n'ai pas le sentiment que c'est le cas. Bon, peut-être que ce sont les scribes qui écrivent mal ces discours ou qui sont... alors nous qui analysons mal, hein, c'est possible. Non, je ne crois pas qu'on analyse mal. Par exemple, le problème des réseaux sociaux. Pour sortir par là. Pour sortir. Ces ministres disent que c'est l'enfer, les réseaux sociaux. Lui dit le contraire, que non. Mais il faut vous y engager, ne soyez pas passif. Chaque chose a un mauvais côté. Le problème, c'est son utilisation. Premièrement. Deuxièmement, s'il peut y avoir des dérives dans les réseaux sociaux, c'est justement parce que les jeunes sont perdus. Quelqu'un peut aller écrire n'importe quoi sur le net, il ne connaît pas l'histoire de son pays. Il ne sait pas ce qui se passe en réalité. Il y a une meute qui a des objectifs politiques, qui est sur le net, qui peut influencer un jeune, justement parce que dans les programmes scolaires, l'histoire de notre pays n'est pas enseignée véritablement. Et ça pose un problème de fond pour la politique dans ce pays. En une minute, Serge Onguéné, quel crédit accorder à votre association, surtout quand on sait que ces associations sont souvent parrainées par le politique, et parfois pour servir des intérêts personnels. Quel crédit doit-on accorder ou peut-on accorder à votre... Le crédit qu'on doit nous accorder, c'est le jugement sur le terrain. C'est la raison pour laquelle je vous ai évoqué la question de la force de proposition, parce qu'on a des solutions sur presque tous les domaines, parce que nous y travaillons, et ça on peut le ramener en surface. Et ce qu'il faut relever, c'est que nous sommes conscients d'un facteur déterminant. On ne peut rien faire sans les gouvernants. J'ai eu à rencontrer certains ministres, j'ai pu demander certaines audiences, mais je profite pour cette tribune pour le dire. L'une des difficultés de la jeunesse, c'est qu'on vient la chercher comme objet d'utilisation pour des fins politiciennes. Vous voyez, suivez mon regard. Parce que si vous demandez à un ministre à le rencontrer, vous n'aurez pas les facilités pour cela. Et ça, c'est un gros problème parce que vous ne pouvez pas être pétri de talent, d'ingéniosité, de possibilités, et même pour les aider dans leur propre métier. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde le PTS, et c'est ça d'ailleurs qui nous a motivés, Bouba, il faut le dire, quand le président en 2016 a décidé de lancer ce programme, on a été émus. Voilà, on a dit, voilà au moins quelque chose qui arrive. 2 ans plus tard, aujourd'hui nous devions être à 70 milliards de financement. On nous parle de 2150 personnes soutenues, environ 37 ou 38 projets qui sont véritablement accompagnés. Mais il y a un problème. Et on voulait donc attirer l'attention du chef de l'État là-dessus. On a trop de concepts au Cameroun. Et ça, c'est l'une des difficultés que les jeunes décrivent. Concept de ci, concept de ça, alors qu'il faille aller sur le terrain. Et avec ce discours, nous disons aux jeunes, ne les suivons pas. Travaillons à nos projets et regardons-les. Parce que quand on va les regarder, ils vont nous dire ce qu'ils pourront faire pour nous. Parce que là, nous sommes en année électorale. Il ne faut pas l'oublier, 65% de la population aujourd'hui est jeune. Moi, je sors de Douala. J'ai été hier en après-midi à l'université de Douala. Je peux vous garantir que les jeunes sont en train de s'inscrire. Et massivement. Et ça va se jouer. Et ce sera serré. Donc, il est important de dire que sur le terrain, nous serons présents. Nous allons apporter, et je vais sortir par là, en mars prochain, en termes de démonstration, nous comptons faire un événement sur la paix, la marche républicaine à Douala. C'est une jeunesse apolitique, hein, c'est ça? Une jeunesse apolitique, je le dis, mais qui traite des questions de société. Okay. Parce que la paix nous concerne. Et à mars, à Douala, on va demander à tous les Camerounais de sortir. Et certains d'entre vous seront sollicités parce qu'il faut aussi aller soutenir les victimes de la crise anglophone, qu'elles soient militaires ou qu'elle soit civile. Ça, c'est ce type d'action que nous portons. Et c'est ensemble que nous allons le faire. René Bakota a écouté le discours du chef de l'État au fil des années. Doit-on garder espoir ou alors simplement c'est un désespoir Moi, je l'ai déjà dit. Je l'ai dit que, honnêtement, il y a pratiquement une dizaine d'années aujourd'hui que j'ai cessé d'attendre quelque chose de particulier du discours, parce que les discours, ils sont pour les uns souvent bien faits, bien menés, avec des grosses annonces. Je vous prends un cas très simple. Le plan triennal spécial jeune. C'est un plan qui a été annoncé en grande pompe pour 102 milliards de francs.
J'ai suivi le président de la République dire hier qu'il y a l'Observatoire national de la jeunesse, qui n'existe pas, hein, il n'a pas été créé, parce qu'on a parlé de ça, il n'existe pas du tout. Et les activités qui ont été prévues pour l'année 2017, on prévoyait d'intégrer 160 000 jeunes. Au bout de l'année, on a juste 38 jeunes qui ont bénéficié d'un accompagnement et d'un soutien pour juste à peine 500 millions de francs. Le plan, je le rappelle, c'est 3 ans. Et si la première année, on n'utilise rien que 500 millions de francs, alors il y a 101 milliards. Nous sommes à 2 ans, il faut le préciser. Il y a donc un problème à ce niveau. L'autre chose, je voudrais dire... Pour terminer, on a plus beaucoup de temps. Oui, je voudrais dire ici que je félicite le frère qui partage le plateau pour dire il est important que la jeunesse prenne d'assaut les fonctions politiques. Très important. Et c'est pour ça que le PUS a lancé une opération à l'adresse des jeunes pour 300 maires et 100 députés. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut véritablement influencer la vie de notre côté. Vous-même, vous le dites, vous cherchez à rencontrer des ministres, vous cherchez à rencontrer ceci. Ils vous diront rien. Je suis désolé. Merci. Cette semaine, le président de la République a signé 4 décrets, des décrets qui mettent en place le Conseil constitutionnel, qui nomme par la même occasion les membres et le président, et puis avec la convocation du corps électoral pour les sénatoriales. Je commence par vous, Maître Marmailly, c'est un avocat qui a été choisi comme président de cette Cour constitutionnelle. Pour vous, d'abord magistrat, après, parce qu'il est en retraite, il va me reprendre si je me trompe sur cette question. D'abord sur le timing, pourquoi maintenant? Merci M. Bouba, j'ai l'impression que vous m'avez réservé les plus belles questions. Mais ça me permet de rebondir en même temps sur la claque que j'ai reçu tout à l'heure de M. Ekané, que je sais très brillant, quand il a eu, à l'occasion de la fête de la jeunesse, de dire que la sagesse n'appartient qu'aux vieux. Ce qu'il a oublié, c'est que sur le plan de la productivité intellectuelle, rien n'indique qu'un vieux puisse être sage. Parce qu'en même temps, il y a des vieux qui sont séniles et parfois sclérosés. Sclérosés, ça veut dire qu'on n'attend plus rien de la production intellectuelle parce que les gens ont déjà tout donné. C'est en cela que je dis, je vous en prie, c'est en cela que je dis, on ne peut pas s'imaginer un seul instant qu'un jeune ne puisse pas être sage. Encore qu'il faut pouvoir délimiter l'âge de la jeunesse. Donc je dis, et je maintiens mon propos, on se sera attendu de manière forte, n'est-ce pas, qu'on voit du sang neuf arriver sur la scène politique. Maintenant, vous posez une question très pertinente. À quel titre, n'est-ce pas, M. Clément Atangana a été nommé comme magistrat? Moi, je dirais non, et je vais l'affirmer, parce que c'est un monsieur, comme magistrat, qui a pris sa retraite. Et aujourd'hui, il a passé une nouvelle vie, d'accord? Il appartient au barreau du Cameroun. C'est un jeune confrère qui a prêté serment l'année dernière. Oui, le mot n'est pas fort. Le mot n'est pas fort. Écoutez, c'est les traditions. Oui, quand vous entrez, n'est-ce pas? C'est pas une question d'âge, de toute façon. On s'est compris. Voilà, vous avez très vite compris parce que vous êtes intelligent, un peu comme moi. Donc ce que je voulais dire, c'est que quand vous entrez, après les autres, et vous commencez votre carrière au bas de l'échelle, dans le cadre de la profession qui est aujourd'hui la sienne, puisqu'il a son cabinet ici au niveau du Prestige Hôtel au Lesois. Il est avocat. Donc, pour ma part, j'estime qu'on n'a pas nommé un magistrat, on a nommé un avocat. Et un jeune confrère. Donc, on peut se réjouir au niveau du barreau du Cameroun. Mais en ce moment, ça m'interroge. Ceux qui ont fait circuler, n'est-ce pas, cette nomination au niveau des réseaux sociaux ont plutôt donné l'impression qu'on avait nommé un magistrat. Et le CV qu'on brandissait faisait état de ce qu'effectivement, c'est sur la base de ce CV de magistrat qu'il avait été nommé. Et là, ça me repose un problème parce que je peux me tromper. La magistrature, c'est un peu comme l'armée, où effectivement, ceux qui entrent en premier ne peuvent pas se faire diriger par ceux qui entrent par la suite. Parce que là, dans ce conseil, vous vous rendez à l'évidence qu'il y a M. Foumanakam, qui, je pourrais me tromper, ça, j'ai dit toute proportion gardée, pourrait être beaucoup plus ancien que l'autre. En ce moment, on pourrait se poser la question, comment cette coordination va se passer? Parce que dans la magistrature, j'ai dit, c'est comme chez les militaires. On respecte ceux qui sont entrés avant. Donc maintenant, on ne va plus rêver. Moi, je le dis de manière saine. Je ne voudrais pas parler comme avocat, je voudrais parler comme le commun de mortels, pour ne pas parler comme un Camerounais. Quand on essaie de voir la cartographie, ça ne donne même pas envie de rêver. On sait très bien que les choses vont se jouer et que 2018 est préparé pour remettre les mêmes personnes aux mêmes places qu'elles occupent. Anissé Ekané, quand on regarde l'appartenance et même le profil des membres de ce Conseil constitutionnel, est-ce qu'on doit avoir foi au dos? Moi, je ne pense pas.
Je parlais tout à l'heure des logiques. Un pouvoir, le Conseil constitutionnel est un pilier de la Constitution. Un élément important dans la gestion de la transition politique, de la constitutionnalité des lois. Vous ne pouvez pas demander, sauf être illogique, qu'un pouvoir exécutif nomme des gens qui viendraient lui poser des problèmes par la suite. C'est une logique de pouvoir. Moi, je ne pouvais pas m'attendre à ce que Biya me nomme au Conseil constitutionnel. Ça, vraiment, heureusement même qu'il n'a pas fait, parce que ça aurait posé des problèmes. Donc moi, je comprends que Biya choisisse des gens qui ne vont pas l'embêter en cas de problème. Je le comprends. Mais je dis, est-ce que le problème du pays se réduit à ça? C'est en cela qu'il y a un questionnement. Deuxième chose, moi je crois que ce sont les éléments qui font les individus, c'est pas le contraire. Donc j'ai espoir que l'irrévocabilité des membres et le fait que c'est quand même des Camerounais, ils peuvent prendre la mesure de leurs responsabilités. Et on peut, moi j'espère qu'ils ne vont pas être que des caisses de résonance de l'exécutif. J'espère que la situation du pays, les événements qui vont certainement s'accélérer, ce qui va se passer dans les prochains mois dans le pays, peut leur faire prendre conscience des responsabilités que le chef d'État leur a données et ne pas être uniquement la caisse de résonance du pouvoir. Moi je crois, j'espère que ça va être ça. Pour finir avec l'histoire du Conseil constitutionnel, vous savez, les véritables acteurs du changement dans un pays, ce sont les habitants de ce pays, les membres de la société. Le jour où les Camerounais induiront de façon décisive le changement au Cameroun, tous les conseils constitutionnels, toutes les cours suprêmes, tous les élecams n'y pourront rien du tout. Georges-Alain, quand on regarde, peut-être je pose la question autrement, celle que je posais à Ekani Anissé, est-ce que quand on regarde les membres, on regarde le président dont la femme est d'ailleurs députée, RDPC, est-ce que cela garantit une certaine neutralité, une certaine objectivité dans le traitement du dossier? Je pense que toute proportion gardée, si ces membres étaient effectivement inamovibles, parce qu'ils ne sont pas inamovibles, il faut bien le dire. Leur mandat est de 6 ans, éventuellement renouvelable, ça veut dire qu'on les tient déjà quelque part. Ça fait déjà 6 ans, ça fait quand même 6 ans. D'ici 6 ans. Bon, et à partir du moment où c'est éventuellement ailleurs, il y a l'inamovibilité, effectivement, qui fait que des gens peuvent poser des dates, sachant qu'on ne va pas les chasser d'un simple coup, d'un simple verre de la main. Donc je pense qu'à ce niveau-là déjà, le pouvoir exécutif tient ces sages-là. Maintenant, chacun voit certainement midi à sa porte sur la question. Moi, je pense qu'on a davantage nommé Clément Atangana, pas l'avocat, mais davantage le magistrat qui a géré les élections. Bon, maintenant, vous pouvez dire qu'on a nommé votre jeune confrère. Ça dépend de l'angle de vue. J'estime que depuis 1997, Clément Atangana peut être considéré comme le disque dur des victoires du RDPC. Avec Zipanda Mouele, c'est un peu des victoires souvent contestées, il faut le reconnaître. Et donc, c'est une espèce d'assurance touriste qu'on installe au niveau du Conseil constitutionnel. Maintenant, il y a Anissé Ekani a parlé de la logique politique, mais il y a également l'éthique politique. Vous ne pouvez pas nommer uniquement des gens qui vous sont apparentés politiquement. Ça pose un problème. C'est vrai que connaissant le président, connaissant comment il a toujours fonctionné, et ayant lu le code BIA, le contraire m'aurait surpris quand même. Ça y est, pour moi, c'était tout à fait prévisible. C'était tout à fait prévisible. Et parlant de jeunesse, puisque les deux thèmes sont pratiquement en lien, je pense que le plus jeune sage a un peu plus de 50 ans. C'est l'ancien procureur, les procureurs du côté du sud-ouest, et Sombé, il est du littoral. Bon, moi également, je pense que la jeunesse n'est pas un handicap par rapport aux affaires qui concernent la sagesse. Tout comme le contraire, vous pouvez être plus vieux. Parce qu'il y a également ce qu'on appelle l'âge mental. Il y a des gens qui ont 50 ans, mais en réalité, dans leur fonctionnement, ils ont 20 ans. Donc, tout cela dit, elle se construit d'accord. Maintenant, il y aura peut-être l'équation personnelle.
je dois quand même dire que, et là c'est là où je pense qu'il faut saluer l'acte du président, avec cette histoire où le Conseil constitutionnel était géré d'une certaine façon encore par la Cour suprême qui agissait comme Conseil constitutionnel, en cas de transition, il était possible que ça crée effectivement un problème. Ça crée un problème, pas sur le compteur de maîtrement. Donc, les organes de transition sont maintenant en place, le Sénat est là, le Conseil constitutionnel qui est mis en place dans un contexte quand même précis. On a vu une certaine agitation, on ne peut pas le dire dans l'analyse politique, on ne peut pas l'ignorer totalement. Il y a eu quand même une certaine agitation par rapport à certaines choses qui concernent le président. Et l'une des fonctions du Conseil constitutionnel, c'est de gérer la vacance. Utiliser la langue de bois. C'est de gérer la vacance. Donc on ne peut pas fermer les yeux sur ça. Maintenant, on a placé, ce sont des Camerounais, on ne veut pas aller chercher des personnes à masse. Donc ce sont des Camerounais qui vont gérer les intérêts des Camerounais. On suppose qu'ils vont gérer cela avec patriotisme. Alors, René, y a-t-il une volonté de vouloir contrôler le processus électoral à travers la mise sur pied de ce Conseil constitutionnel? Oui, on pourrait le dire très rapidement, parce que le président, je crois que Georges l'a si bien rappelé, depuis 1997, c'est le maître à jouer de la Commission nationale des recensements des votes, que ce soit les élections présidentielles, sénatoriales ou législatives. Donc, c'est un profil vraiment adapté pour la question. Je voudrais dire que, Georges parlait du code BIA. Vous savez, quand M. BIA met en place les institutions, il y a 4 choses qui caractérisent cela. La première, c'est que le type d'homme qu'il nomme est généralement querellé. C'est-à-dire que les personnes qui arrivent à ces fonctions-là, prenez pratiquement toutes les institutions où on nomme, les personnes sont querellées dès le départ. Je crois que c'est le cas encore là. La deuxième chose qui va se passer, c'est que il essaye de créer des conditions pour que ces institutions ne puissent pas avoir des moyens nécessaires pour se déployer normalement sur le terrain. La troisième chose, c'est effectivement de fragiliser ces institutions dans leur action. Vous voyez, une structure comme le Conseil constitutionnel, vous constaterez que dans l'opérationnalité de son activité, il y a des choses qu'elle ne pourra pas facilement faire parce que les mécanismes du pouvoir sont tels que on les arrête d'une façon ou d'une autre. Et la quatrième chose, c'est le timing. Parce que, effectivement, on peut se poser la question de savoir, on n'a pas vu venir ce Conseil constitutionnel pour plusieurs raisons. Parmi ces membres, il y a 3 qui doivent être proposés par le président de l'Assemblée après avis du bureau de la Chambre. Il y a 3 qui doivent être proposés par le Sénat après avis du bureau de la Chambre. Il y a 3 qui sont proposés par le président, dont le président du Conseil. Et maintenant, il y a 2 par le Conseil supérieur de la magistrature suprême. On peut se souvenir qu'en juin, lors du Conseil national de la magistrature suprême, dans le communiqué final, il avait été indiqué que les 2 membres proposés par le Conseil avaient été identifiés. Mais on n'a aucune trace, et je dis bien aucune trace, pour ce qui est du Sénat et de l'Assemblée nationale. Parce que quand on dit le bureau de la Chambre, il faut quand même qu'on soit informé qu'ils aient été réunis quelque part, même si c'est en 2 secondes. Donc, on peut s'interroger quand même sur cette réalité. Donc, nous disons une chose, on n'attend rien de ces institutions. Le président Ekani l'a dit là tout à l'heure, c'est au peuple de décider. Nous avons l'occasion de nous inscrire massivement sur les listes électorales et de faire valoir notre volonté. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Petite précision de Maître Mambayi avant de passer la parole à Serge. Oui, disons que, pour revenir au fond de votre pensée, pour ne pas parler de votre question, par rapport à l'opportunité, n'est-ce pas, de la mise en place du Conseil constitutionnel, il me semble que si j'apprécie bien l'histoire de notre pays, que le Conseil constitutionnel viendrait, n'est-ce pas, combler le vide qui avait été laissé dans le cadre de la Constitution de 1996. Donc, nous sommes dans ce qu'on appelle le constitutionnalisme rédhibitoire, n'est-ce pas, qui veut qu'un Conseil constitutionnel vienne 22 ans après la mise en place de la Constitution. Parce que c'est la Constitution qui avait de 1996 qui prévoit le Conseil constitutionnel. Maintenant, je pourrais rebondir pour me poser la question à moi, parce que ce Conseil arrive en février, alors qu'il y a déjà une élection prévue en mars. Est-ce que tous les membres de ce Conseil auront eu le temps nécessaire pour s'acclimater aux procédures? Parce que c'est encore des mécanismes normalement qu'il faut bien huiler pour pouvoir maîtriser le processus. Ça semble un peu plus juste. Je peux être d'accord avec tout le monde que M. Clément Atana, pour ne pas parler de maître Clément Atana, puisque vous refusez ce terme-là, il peut avoir maîtrisé, n'est-ce pas, les procédures dans le cadre du contentieux électoral. Mais les autres, qu'est-ce qu'on fait?
Moi, je pense que le processus électoral, enfin, les procédures doivent pouvoir être maîtrisées, donc il aurait fallu du temps pour que toutes ces personnes puissent être acclimatées. Maintenant, pour revenir à ce qui a été dit par rapport à la cartographie, bien la redistribution des cartes, que ce soit le Parlement, que ce soit le Sénat, que ce soit le Conseil supérieur de la magistrature, on connaît qui tient les rênes. Donc ça n'aurait absolument rien changé. Quand on aime apporter la preuve de ce qu'on est proposé ou pas, moi je pense que majoritairement, que ce soit du côté de l'Assemblée, du côté du Sénat, on aurait mis sur le petit tas. Donc ça ne vaut pas la peine de gloser. Moi je dis simplement que sur le temps, on se pose la question de février à mars, est-ce qu'il y aurait eu justement cette acclimatation qui permettrait à ceux aujourd'hui qui sont nommés de passer directement à l'action? Serge Anthony, quand on regarde un peu l'histoire du Cameroun, on se rend compte que Paul Biya lui-même a été Premier ministre du Cameroun à 42 ans, mais depuis que le président est aux affaires, ils n'ont pas trop souvent les jeunes. Et quand on se réfère à ce conseil constitutionnel, le plus jeune à 50 ans, quelle peut être l'efficacité de ce genre de choix? Moi, je pense que c'est une politique déjà connue du chef de l'État, de travailler avec ses compères. Et ce qu'il faut souligner, c'est qu'ils ne sont forcément pas compétents. Et nous, jeunes, le registre de la quête de ce type d'institution, ce n'est pas ce qui nous préoccupe tant. Il y a où on doit faire nos preuves, notamment sur les secteurs de création de richesse. Et c'est là où nous, on a plus un souci. Parce que je serais très peu flatté qu'on me nomme au Conseil constitutionnel, il faut le dire. Mais je serais heureux de participer à une structure qui permet de créer de la richesse. Parce que je vais vous prendre un autre exemple. J'ai vu en Ouganda. Une structure spécialisée qui permet aux investisseurs de s'établir dans le pays. À la tête trône une jeune demoiselle, parce qu'elle n'est pas encore mariée, de 36 ans. Ça veut dire les Siemens, les Bouygues, ils passent par elle. Donc c'est ce rôle-là que nous, la jeunesse, on veut jouer. Et maintenant, 22 ans après une institution qui arrive, je dis aussi qu'il y a des facteurs qu'il ne faut pas éluder. Vous savez, on est sorti des crises successives, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques. Donc, et ces institutions-là, elles ont aussi des budgets budgétivores. Hein, ça, il faut pas le nier. Parce que quand on les met en place, c'est 3, 4, 5, 6 milliards, 8 milliards de budget à se réunir en session, ça peut davantage aider les jeunes. Donc pour nous, je me dis, le chef de l'État, en termes de timing, comme l'a souligné, il a certainement tenu compte de ces facteurs. Et maintenant, il y a quelque chose, moi, qui m'a marqué. Je fais un relève avec le discours d'hier, parce qu'il a appelé la jeunesse véritablement à prendre acte en ce qui concerne l'inscription sur les listes électorales. Cette institution, le Conseil constitutionnel qui arrive aujourd'hui, est un indicateur fort. Parce que la sécurisation rentre aussi dans une logique de préservation de la paix. Et ça, il est important de le souligner parce que nous regardons attentivement ces choses. Et moi, c'est la première fois que je suis le chef de l'État en train de dire aux jeunes qu'allez vous inscrire. Et entre-temps, on a mis le Conseil constitutionnel quelque temps plus tard. Pousser un peu la réflexion. Il y a des indicateurs simplement qu'on peut aller chercher et trouver. Professeur Aboya Manasseh, concrètement, j'interroge le politologue. Qu'est-ce qui va changer avec la mise sur pied du Conseil constitutionnel, surtout quand on sait que c'est la Cour suprême qui jusqu'ici a eu à agir en lieu et place de ce Conseil constitutionnel. Par ordre de préséance, qui vient avant le Conseil constitutionnel, la Cour suprême? Qui va installer ce Conseil constitutionnel? Je crois que j'ai suivi les uns et les autres. Il me semble que les panélistes n'ont pas lu les attributions même du Conseil constitutionnel, parce que tout le monde fait un focus sur l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel n'est pas que là pour l'élection présidentielle. Je crois qu'il y a une série d'attributions qui met en évidence le rôle fondamental même de cette institution, la constitutionnalité des lois. Mais je crois que il y a un logiciel de tout contester, tout banaliser au point où on perd quand même le b.a.-ba. Il faut lire d'abord les attributions. Et à mon sens, c'est une institution d'abord politique. Parce qu'imaginez-vous que le président ait pu nommer Fumana Kame président. Vous comprenez du coup qu'il y avait d'abord un problème de répartition géographique des postes clés. Donc le président est du Sud,
le président de l'Assemblée nationale est de l'extrême nord, le président du Sénat est de l'ouest. Naturellement, on pouvait s'attendre à un président soit de l'Est, soit du centre, soit éventuellement du sud, du littoral, parce que le PM est déjà du nord-ouest. Donc, il y a déjà cette obsession à repartir les postes clés de la République. L'équilibre national. Voilà, l'équilibre national. Au nom de quoi le et donc, à partir de là, il y a une grille de lecture. Les gens peuvent donc faire des projections par rapport à une éventuelle transition politique. Donc je crois que il faut lire les faits, il faut lire la possible rotation de ce qui peut se passer dans les jours qui viennent par rapport aux investitures. Mais personne ne voit ça. Mais maintenant je crois que un élément clé sur le Conseil constitutionnel, on dit qu'il est le régulateur du fonctionnement des institutions. Je crois que on en a tant besoin. Nous avons besoin des institutions solides qui peuvent donc garantir une transition pacifique, qui puissent maintenir une cohésion nationale. Et donc moi je crois que cette institution était attendue, réclamée par tous les acteurs politiques sérieux, je dis bien sérieux, parce qu'il y en a qui en font trop, parce que la télé existe, il faut parler, il faut faire l'exorcisme politique. Mais je crois quand même que dans tout pays sérieux, on devait mettre depuis longtemps un conseil constitutionnel. Et maintenant qu'il est là, nous attendons justement que son déploiement sur le terrain puisse rassurer les uns et les autres, si tant est que il ne s'agit pas d'avoir des voyous au Conseil constitutionnel, mais d'avoir des responsables qui connaissent la vie de la nation, qui sont irrévocables et qui sont appelés à être indépendants. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Indépendance veut dire ne pas subir toutes sortes de pressions. C'est pour cela qu'il y a toute une gamme d'incompatibilités. C'est-à-dire que c'est des fonctions qui ne sont pas compatibles avec des personnalités qui sont encore en fonction. C'est pour cela qu'on prend des retraités, c'est-à-dire des gens qui ont eu leur parcours derrière eux et dont l'avenir doit être géré avec sérénité. Et je pense que les juristes chevronnés comme Bipounroum, comme les Kennedy-Donfak et autres doivent nous permettre d'être rassurés que, comme il y a des aspects liés à l'élection, il y a déjà le contentieux de l'éligibilité, avant même le contentieux éventuel post-électoral. Mais il y a la proclamation des résultats. Et ce n'est pas au Conseil constitutionnel de modifier les résultats des uns et des autres obtenus sur le terrain. Donc, on ne va pas croire que, parce qu'on n'est pas représenté dans 5 régions du Cameroun, le Conseil constitutionnel va inventer les résultats et venir les lire pour qu'on clame qu'il n'est pas partial. Je crois qu'il y a une présomption qu'on doit accorder à une institution nouvelle comme celle-là et dont les membres sont pétris d'expérience. Parce que, maître, avec tout le respect que je vous dois, avec toute l'amitié, on peut me dire qu'un monsieur comme Joseph-Marie Bipounroum a besoin d'être rodé à des procédures. Moi, je crois quand même, mais vous êtes un juriste chevronné, je crois que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je crois que soyons au ras du sol de nos préoccupations et embrassons les perspectives avec beaucoup de sérénité. On ne peut pas crier aux voleurs sans qu'on ait vu, on ait perpétré un vol quelque part. Donc je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Soyons sereins, maître. D'accord. Si je compte sur votre esprit de synthèse, vraiment très rapidement, moins d'1 minute pour chacun sur cette question pour me permettre d'amener ce débat à terme, d'abord par vous. Si on ne conteste pas la qualité ou la compétence de ces membres, mais il y a quand même matière à redire sur leur appartenance politique. Oui, je crois que le professeur fait un procès en sorcellerie aux panélistes ici, parce que... Mais vous en avez vraiment contre moi, là. Vous êtes mon juge, là, apparemment. Vous êtes le juge de ma conscience. Vous ne pouvez pas me censurer. Faites-vous l'analyse, mon cher. Allez-y, très rapidement. Le président Ekani a révélé ici la mission du Conseil constitutionnel. On n'avait plus besoin de revenir dessus parce que voilà, ce qu'il a dit était effectivement cela. Il y a des précédents. Ce n'est pas les premières institutions qu'on met au Cameroun. Si aujourd'hui les acteurs interrogent quand même
et peuvent porter à des soupçons de cet organe, c'est parce qu'il y a eu des précédents. Et vous parlez des acteurs qui sont nommés. On ne peut pas prendre des gens qui, le matin, sont dans un parti, et puis dans l'après-midi, on dit qu'ils vont devenir impartiaux. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et c'est tout à fait normal qu'on s'interroge, est-ce que ces personnes qui ont été portées à ce niveau-là vont pouvoir effectivement conserver cette impartialité? Et c'est une interrogation légitime, n'en déplaise. Interrogation légitime, tout comme celle qui me taraude de l'esprit, Georges Alain. Le Conseil constitutionnel va siéger où? Question colle, parce que généralement c'est une logique connue, c'est-à-dire que c'est un peu comme l'éleveur de poules qui achète d'abord les poules avant de construire le poulailler. Ça c'est connu, on voit les turpitudes du Sénat, on voit un certain nombre de choses qui sont vraiment... Ou des universités oui, qui alimentent l'expression dont certains se gargarisent à dire l'exception, le Cameroun c'est le Cameroun, l'exception camerounaise. Mais voilà, alors on me dit que c'est une institution très importante qui doit statuer sur la Constitution, qui est l'organe qui régule le fonctionnement de toutes les autres institutions. Mais le siège est où? Le siège est où? Ça ne renvoie pas, ce n'est pas un gage de sérieux. Ce n'est pas un gage de sérieux. Et moi, je ne me ferai pas violence à ne pas le dire ici sur ce point. Ce n'est pas un gage de sérieux. Je sais quand même qu'il y a des bâtiments à gauche à droite. On trouvera finalement un siège du Conseil constitutionnel. Mais au-delà du siège, je pense que c'est une institution effectivement très importante. Tant pour tout ce que le professeur a dit. Maintenant, je pense que le président doit prolonger sa bonne foi en révisant le code électoral, puisqu'il veut que les règles du jeu soient claires. Et le RDPC étant le parti fortement majoritaire, il y a le Sénat, il y a le Conseil constitutionnel. Pour une transition plus sereine, je pense qu'il faut réviser le code électoral. Le Cameroun mérite une élection présidentielle à 2 tours. Le Cameroun mérite un bulletin unique. Le Cameroun mérite plein de choses qui vont faire que demain, si le président n'est pas là, qu'ils disent qu'il a combattu le bon combat. Maître Mamayi, je vais reprendre cet artiste qui s'appelle Valsero, qui dit ce pays tue les jeunes. Il faut, pour aspirer à un poste de responsabilité, il faut avoir au moins 46 ans. Vous êtes toujours dans cette logique-là? Disons que vous avez parlé des artistes. Je pense qu'ils vivent dans la société, ils peuvent faire des constats qui sont les leurs. Mais je dois me permettre, pas de répondre au professeur Manasseh Boya, je dois peut-être préciser ma pensée s'il ne m'a pas bien compris. Quand je parle d'acclimatation, je voulais dire seulement que quand on parle du conseil constitutionnel, en fait on parle d'une juridiction. Et qu'on le veuille ou non, il faut bien s'acclimater parce qu'on embrasse une nouvelle vie, on embrasse une nouvelle carrière. Pour parler de la profession que moi je connais. Et pour reparler par exemple du président du Conseil constitutionnel qui a beau être un très brillant magistrat, on le lui concède. Mais pour embrasser sa carrière au barreau, il a fallu qu'il fasse 6 mois de stage. Ça c'est imposé, parce qu'il embrasse une nouvelle carrière. Un avocat n'a pas la même dextérité, bien la même sagacité qu'un avocat. Un enseignant d'université, quand bien monsieur serait le professeur, on peut faire tous droit, mais quand vous embrassez la carrière de magistrat, vous deviez pouvoir vous acclimater. Si aujourd'hui je sors du métier qui est le mien, n'est-ce pas, d'avocat, et que je m'avais embrassé une nouvelle carrière de magistrat, même si j'ai toutes les connaissances livresques en droit, il faut une procédure d'acclimatation, c'est tout ce que je dis. Et je dis, dans le cas qui est le nôtre, le Conseil constitutionnel, c'est une juridiction. Et ça doit être parmi les plus hautes juridictions. Donc on n'y va pas là-bas pour apprendre. Et quand Yanisé, on a attendu 22 ans pour rien? Ben, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On le demandait, il est là. Moi, je voudrais rebondir sur ce que a dit le directeur de l'administration. Vous savez, Lénine a dit qu'on fait la révolution avec le peuple qu'on a, pas avec celui qu'on invente. Il a dit que le Cameroun mérite un scrutin de 2 tours. Il mérite des élections. C'est les Camerounais qui doivent mériter un scrutin de 2 tours. Il faut changer ce pays avec les données qu'on a aujourd'hui. Il ne faut pas rêver. Tout pouvoir a pour objectif de se maintenir. Il faut que ça soit ancré dans la matrice des hommes politiques et des activistes. Et que ce pays-ci changera avec le pouvoir exécutif qu'on a aujourd'hui. Et comme ça, on l'aura mérité. Quand on va au spectacle... Terminez par là. Quand on va au spectacle, on paye un billet d'entrée. Plus le spectacle est merveilleux, plus le billet est cher. Et le nôtre sera cher. 30 secondes pour vous, Anthony. C'est une très bonne chose d'avoir ce Conseil constitutionnel 22 ans après, parce que son rôle est central.
Et pour nous les jeunes, c'est une garantie de stabilité que le chef de l'État vient de mettre à disposition de l'ensemble du peuple camerounais. Et ça, c'est un signe fort qui est ainsi lancé à l'endroit de tous les hommes politiques, toutes les personnes de la société civile, parce qu'il faut le noter, il y avait quand même crainte. Parce qu'avec tout ce qui se passe depuis quelques années, on se demandait comment cette année allait se dérouler avec ces différentes élections. Surtout qu'on sait qu'il y a toujours la question du contentieux électoral qui se pose. Et pour une première fois, on a quasiment, selon ce qui est prévu, 5 élections qui sont censées être effectives pour cette année. Je pense que le chef de l'État a vu juste. Et pour terminer, c'était déjà un engagement qu'il avait pris le 31 décembre. Il a concrétisé juste à peine 45 jours plus tard. Je trouve pour une fois qu'il est allé plus vite. Alors, professeur Boya Manassé, la mise complète des institutions se met en place définitivement. C'est ce que réclamaient les hommes politiques. Donc, ça arrive à point nommé? Oui, mais vous savez qu'il manque encore les conseils régionaux. Justement. Qui doivent être complétés. Mais je voudrais dire tout simplement une ou deux choses, très rapidement. La politique, c'est le rapport de force. Il ne faut pas vous attendre à ce que celui qui a un rapport de force sur le terrain, à un moment crucial de la vie, prenne une balle et se tire dans les pieds. Vraiment, moi je crois qu'il y a un angélisme sur ce plateau. Il faut aller au séminaire. La politique, c'est pas ça. La politique, c'est le rapport de force. Deuxième chose, pour répondre justement avec on ne peut pas quand même apprendre les procédures à Émile Sombé ou alors à Fumana Nakam, qui ont été des opérationnels pendant longtemps. Je crois que c'est des hommes prêts à l'emploi. Ce n'est pas à eux qu'on doit apprendre le fonctionnement des juridictions. Et par rapport justement aux perspectives, les perspectives justement sont souhaitables qu'elles soient construites dans la sérénité, dans la paix et dans la stabilité, parce que le Cameroun nous appartient à nous tous. Nous devons œuvrer à converger vers un pays stable, un pays dans la paix. Merci, cher monsieur, d'être venu. Nous mettons un terme à ce programme. Demander le programme Canal 2 international juste derrière la République Djambo avec le président Raïs. Et surtout à partir de 20h30, ne manquez pas le programme L'Arène avec Biziki Célestin qui descend dans l'Arène. Il sera face à Rodrigue Tonguet. Madame, monsieur Veresca, vous souhaitez de passer une excellente soirée à regarder les programmes de Canal 2 international. La rediffusion de ce programme, ce sera lundi quand il sera 23h. D'ici à là, gardez le sourire. Bien le bonjour.